Bonjour à tous et toutes. Merci à ceux qui ont eu la gentillesse de nous rejoindre ici et merci de participer à ce webinaire sur la création et l'utilisation d'analytiques augmentées dans la gestion des ressources humaines au sein des organisations. Cet webinaire s'adresse à la fois à des responsables d'entreprise et à des responsables de départements de ressources humaines. Vous devez, j'espère, trouver chacun un peu votre voix dans l'histoire qu'on va vous raconter. Avant de vous montrer combien il est facile de créer et d'utiliser des analytiques en ressources humaines et en quoi ces analytiques vont aider à augmenter la qualité du management, j'aimerais commencer par clarifier comment et pourquoi les analytiques sont devenus un sujet aussi brûlant dans la gestion des ressources humaines. Et pourquoi des experts reconnus comme un des grands patrons de Deloitte, Josh Persin, disent que les analytiques seront un élément incontournable pour les RH et en quoi ils permettront de mettre les sujets RH au top des priorités des organisations. Je soulignerai ensuite quelques ingrédients clés des analytiques RH et la façon de les articuler. Et puis, je vous démontrerai, si la technique me le permet, en direct, à quel point il est facile d'obtenir des résultats significatifs en utilisant une application mobile pédagogique qu'on a développée pour l'université à Solvay à Bruxelles. Pour ceux d'entre vous qui le souhaitent, à la fin du webinaire, je serai heureux de vous donner accès à cette application mobile qui vous permettra de l'expérimenter vous-même si ça vous intéresse. Alors, rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, vous savez sur quelles expériences j'ai construit mes idées et mes convictions qui m'amènent devant vous aujourd'hui. Une carrière d'avocat en droit du travail, puis au sein de l'industrie, dans différents grands et petits groupes où j'ai opéré à peu près sur tous les continents. Depuis 2003, j'enseigne à la Solvay Brussels Schools of Economics and Management. Et depuis 2013, j'ai le plaisir d'être le managing partner de Q7 Leader, anciennement Human Capital. Et nous sommes une société de conseil en RH supportée par des logiciels et nous aidons donc les entrepreneurs dans le succès de leur gestion des ressources humaines. Comprendre l'émergence des analytiques. C'est avec le bagage que je viens de vous expliquer que je suis entré dans le monde des analytiques RH. Tant à l'université que dans mon organisation, nous construisons des solutions qui correspondent aux dernières tendances et aux bonnes pratiques de management, mais en y ajoutant des outils d'analyse. Ça, c'est le 21e siècle. Ceci nous permet de donner aux plus petites organisations la puissance des grands groupes, sans même avoir à supporter les frais de développement de ceux-ci. Et nous démontrons ainsi que les choses ont radicalement changé depuis l'accès aux analytiques, car il s'est significativement simplifié, ce qui le rend en fait accessible même aux PME. C'est ce dont je vais vous parler entre autres aujourd'hui. Commençons par clarifier la finalité des analytiques. À quoi ça sert d'avoir des analytiques? La réponse est simple, acquérir un avantage compétitif en augmentant la connaissance que l'on a d'un certain sujet. Ceci pour dire que chaque fois qu'un vendeur de solutions analytiques vous présente ces graphes, posez-vous la question, et alors, qu'est-ce que j'en fais? Les analytiques, ça doit être immédiatement exploitable dans la réalisation de vos objectifs. Ainsi, ne perdez pas votre temps avec des beaux graphiques et des rapports qui ne vous racontent pas une histoire et qui ne vous permettront pas, ni à vous ni à vos managers, de faire mieux leur travail. À l'évidence, les analytiques RH ont le même but que tous les analytiques business. C'est vous donner un avantage concurrentiel en vous aidant à anticiper, à augmenter la productivité de vos collaborateurs, à augmenter votre attractivité et à vous aider à amener vos collaborateurs à leur plein potentiel. Tout cela dans l'objectif de ce qu'on appelle l'optimisation du ROHCI, Return on Human Capital Investment. Ceci, c'est le but des analytiques, l'augmentation de votre retour sur investissement en capital humain. Essayons à présent de comprendre pourquoi les analytiques, et les analytiques RH en particulier, sont devenus si populaires dans le marché. En fait, nous pouvons même appeler ce phénomène le nouvel Eldorado des ressources humaines. Les grands groupes sont déjà partout occupés à essayer de craquer l'ADN des analytiques. Et je vous montrerai plus tard comment ces analytiques vont d'ailleurs fondamentalement changer le métier des responsables des ressources humaines. Les analytiques ont émergé grâce à deux révolutions qui ont eu lieu au cours de ces 30 dernières années. La première révolution, elle est technologique. Avec l'émergence de l'intelligence artificielle, la puissance des données est devenue une évidence pour tous.
mais là où son impact sur l'industrie aéronautique, par exemple, a été significatif, c'est ce que vous pouvez lire sur le slide, à ce stade, peu de professionnels en RH ont vraiment pu voir comment on pouvait utiliser les analytiques pour les aider dans leurs activités quotidiennes. Par exemple, le recrutement ou le développement des compétences. La chute des prix du stockage des données a commencé à donner au RH la possibilité de stocker un nombre illimité de données, et la plupart des entreprises ont ces données à disposition, et ça a permis de créer les conditions, disons, pour que les RH commencent à réfléchir à ce qu'on pouvait faire avec des données sur les ressources humaines. Au fil du temps, les entreprises ont commencé à voir comment ces données peuvent faire la différence en passant au départ d'un simple outil de reporting, c'est-à-dire un outil qui permet de prévoir, c'est un outil de reporting et c'est devenu un outil qui permet de prévoir et encore plus même d'activer, c'est-à-dire d'aider à réaliser des choses. Par exemple, transformer les prospects en clients en les faisant acheter sur le web. Et il y a beaucoup d'applications dans les ressources humaines également, comme par exemple l'aide à la décision pour le recrutement, ou l'anticipation de besoins de mobilité interne, ou l'analyse qu'on peut faire de l'évolution des compétences des collaborateurs. Les travaux que font des entreprises comme Q7 Leader permettent en fait à des petites entreprises de ne pas avoir besoin de connaître comment fonctionnent les logiciels et les ressources humaines en détail pour néanmoins avoir accès à des informations très utiles en management. Pour finir, notons qu'aucune organisation ne sera épargnée par la transformation numérique. Et si on écoute McKinsey, seuls 30% parviendront à réussir leur transformation. Et ne pensez pas que ces chiffres ne s'appliquent qu'aux activités vente ou informatique ou marketing. La transformation numérique est là aussi pour le management de nos ressources humaines. Et si nous ne prenons pas les devants en anticipant, les autres nous auront dépassés et il sera trop tard pour récupérer notre retard. À cet égard, il n'est pas nécessaire de faire le Big Bang, on peut y aller par petits morceaux, mais mieux connaître ces ressources humaines deviennent à l'avenir un véritable avantage compétitif dans une guerre, un monde en guerre pour les talents. À côté de cette révolution technologique, il y a aussi une révolution philosophique qui puise ses racines dans une période bien plus longue que les 30 ans dont j'ai parlé. Tout a commencé au XVe siècle, avec la première révolution de Copernic, qui a montré que la Terre n'est pas le centre de l'univers et par conséquent, les êtres humains ne sont donc pas non plus le centre de l'univers. Tout d'un coup, l'être humain est désacralisé. Une deuxième révolution philosophique est venue quand Darwin a démontré la théorie de notre évolution. Et même si certains en doutent encore au Moyen-Orient et même aux États-Unis, le fait est, nous descendons tous du singe. Il faut avoir un peu d'humilité pour l'accepter. La troisième révolution est venue avec Freud, qui met en avant notre complexité et surtout notre fragilité psychique. Elle a fondamentalement changé notre perception de nous-mêmes en reconnaissant que beaucoup de choses qui nous concernent ne sont pas maîtrisées par les êtres humains. Et ça nous amène à ce que je pourrais appeler la quatrième révolution. Et c'est une révolution qui est exposée par le professeur Luciano Floridi, qui est un professeur de philosophie et d'éthique de l'information aux États-Unis, en Italie. Et il nous décrit les êtres humains comme ceci. Les êtres humains sont des individualités composées d'informations. Celles-ci sont interconnectées et enracinées dans un environnement donné, environnement lui-même composé d'informations. C'est au travers de ces révolutions qu'on peut voir l'importance croissante des données et ce qui nous permet de ne plus douter de la pertinence de disposer des données et des analytiques dans le monde de la gestion des ressources humaines. En tout cas, pour ceux qui en doutent, moi, je fais partie des 71%, ce sont des analyses qui ont été faites récemment par des grands groupes comme Gallup, 71% des gens qui considèrent que les analytiques font partie des priorités demain dans la gestion des ressources humaines. Alors, tâchons à présent de comprendre le contexte dans lequel les analytiques sont ou seront utilisées. Pour définir le contexte d'aujourd'hui, je vous propose le concept VUCA. VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Si vous n'avez pas encore entendu parler de ce concept, sachez que c'est le monde dans lequel nous vivons. C'est la manière la plus simple de résumer notre destin. Et ceux qui ne sont pas encore familiers avec le concept VUCA
Je vous encourage à aller sur le web car il y a beaucoup d'informations disponibles. C'est passionnant et surtout, ça détermine des changements fondamentaux dans les principes de management des organisations. Le monde VUCA amène un changement de paradigme, en particulier dans le people management et dans la gestion des ressources humaines, à commencer par ce qu'on peut appeler une économie disruptive. C'est ce à quoi sont confrontés nos managers et collaborateurs aujourd'hui. C'est très stressant, c'est compliqué et ça ne laisse pas beaucoup de temps pour s'occuper de matières typiquement RH. Ceci nous amène à un second changement de paradigme. La génération ici et maintenant. Nos managers ont de moins en moins de temps à consacrer à des entretiens individuels formels, à des évaluations annuelles traditionnelles. Ils veulent du feedback instantané, ils veulent qu'on leur procure des informations dont ils ont besoin ici et maintenant. Et ils n'ont plus de temps ni d'argent disponible à consacrer à des projets comme par exemple, il y a quelques années, on pouvait encore construire une bibliothèque de compétences qui prenait 1 an ou un processus de talent review qui prendrait 6 mois. Ils veulent tout de suite. Et comme ils ont commencé à l'avoir, par exemple, dans les métiers comme la vente ou le marketing, donc, ils ne vont pas accepter que la RH ne soit pas en mesure de leur produire ces informations ici et maintenant. Enfin, il y a un changement dans nos environnements de travail. Une nouvelle donnée s'impose. Les collaborateurs ne peuvent plus s'appuyer sur leurs compétences acquises dans le passé pour rester à niveau dans leur travail. Tu enregistres bien, Bastien? Parfait. Donc, si vous regardez ce tableau, vous allez voir l'évolution de la durée de vie d'une compétence. La durée de vie d'une compétence, on voit qu'un employé dans les années 50 pouvait mener toute sa carrière en surfant sur les compétences qu'il avait acquises à l'université. Aujourd'hui, on peut voir que les compétences deviennent obsolètes en 3 à 5 ans. Ceci met une pression formidable sur le management, sur les collaborateurs, mais aussi sur la RH, car il s'agit de garder à l'œil de manière continue l'évolution des compétences des collaborateurs, car c'est à présent une question de survie. Et comme il y a trop à suivre en même temps, il faudra des outils et des algorithmes et des modèles pour sécuriser les entreprises dans cette matière. Mais ce n'est pas tout de comprendre l'importance du suivi continu de collaborateurs et de stimuler leur développement personnel. Encore faut-il comprendre qui doit être impliqué dans ce processus, comment assurer ce processus et quels indicateurs nous devons suivre. Commençons par qui doit être impliqué. À cette question, ma première réponse est les managers. Pour être complet, j'aurais également pu répondre les employés, mais pour que notre session d'aujourd'hui soit assez courte, je préfère nous consacrer et nous concentrer sur les managers qui vont avoir un rôle majeur à jouer dans la transition vers les nouvelles façons de travailler. Et comme vous pouvez le voir sur ce slide, il y a également un VUCA pour les managers. Leur VUCA fait référence à de nouvelles compétences de management, à savoir que le manager doit être champion dans l'art de partager une vision claire, champion dans l'agilité et dans la gestion du changement. Quand on parle d'agilité, il s'agit aussi de la capacité à remettre en cause ses modèles mentaux et autres idées préconçues. C'est entre autres la théorie de Peter Senge, professeur au MIT aux États-Unis, qui a élaboré une remarquable étude et un travail très approfondi autour du concept de ce qu'on appelle les organisations apprenantes. Comment rendre son organisation apprenante et veiller à ce que les collaborateurs soient naturellement enclins à se tenir à jour. Si vous n'êtes pas familier avec ce concept, je vous encourage également à surfer sur le web, organisation apprenante, learning organizations, et en tant que manager, c'est certainement un des grands atouts pour l'organisation de demain que vous pourrez lire dans ces pages-là. Un livre très intéressant à lire s'appelle La 5e discipline, mais c'est un manuel de 600 pages, il faut vouloir se le farcir. Il faut bien dire que le contexte VUCA a un impact majeur sur le département des ressources humaines. En effet, pour le team RH, tout change tellement vite autour de lui qu'il n'est plus simplement possible de suivre tout ce qui se passe en même temps au niveau des collaborateurs. C'est là qu'on peut parler d'un changement de paradigme. Dans le futur, ce sont les managers d'équipe, les patrons qui seront plus que jamais, et c'est déjà le cas finalement dans les PME, les véritables managers de ressources humaines. Dans cette perspective, il s'agira de les équiper des informations nécessaires pour leur permettre de faire leur travail vite et bien. Il est à noter que ce changement s'appliquera à tous les managers jusqu'à ceux au niveau de l'atelier.
Ainsi, chaque collaborateur, et plus seulement, comme ça se passe aujourd'hui, le top 10% des organisations, devrait être repris dans un processus de développement des talents. Cela demandera une capacité de gestion de grand volume et donc de données. Donc, il faut suivre de manière continue l'évolution de nos talents dans l'organisation et donner aux managers des informations dont ils ont besoin. Mais comment fait-on ça? Ceci nous amène à un second changement de paradigme. Le management des RH devient progressivement le management de données. HR management is data management. Tout le monde parle de big data. Dans les RH, c'est moins le cas parce qu'on a un moins grand nombre de données que dans le big data. Donc, on peut appeler ça d'ailleurs dans les RH le smart data. Dans notre monde, il ne s'agit pas à ce stade de données illimitées. C'est d'ailleurs plutôt une bonne nouvelle. Nos besoins d'intelligence artificielle en ressources humaines ne sont pas aussi complexes que, par exemple, ceux de nos collègues dans le marketing ou la vente. Néanmoins, il n'y a aucun doute à avoir, les data ont fait leur entrée dans les RH et ce n'est qu'un début. Maintenant, rappelons-nous à quoi doivent servir les analytiques. En quoi devraient-ils nous aider en priorité? Il s'agit de nous aider à mieux objectiver. Plus d'objectivité, donc en conséquence, plus d'engagement au travail de la part de nos collaborateurs, plus d'équité, ainsi qu'une meilleure employabilité des collaborateurs du fait qu'on stimule continuellement leur démarche d'apprentissage. Comment s'y prendre? Heureusement, certains ont fait le travail de recherche pour nous et ils nous montrent le chemin et la manière de collecter ces données. Je reprends Deloitte dans son rapport Human Capital Trends, annuel Human Capital Trends de 2017, il y a quelques mois, et il décrivait très bien ce qu'il fallait faire. Je lis avec vous. L'organisation du futur arrive maintenant. Les organisations doivent créer un référentiel de base qui leur permettrait de mesurer et de comprendre la variété des compétences en son sein. La plupart des organisations n'ont pas investi dans un référentiel commun. Or, sans cela, il est impossible de se faire une idée claire du potentiel de l'organisation. Mais le référentiel n'est pas suffisant. Le système ne fonctionne que si les données sont toujours à jour et accessibles facilement. Voilà, il n'y a plus qu'à, me direz-vous, mais je reviendrai là-dessus plus loin pour étayer cette discussion. Ceci nous emmène au troisième changement de paradigme. Jusqu'à présent, les RH étaient un peu comme des inventeurs d'arrière-cour, où chaque DRH réinventait le processus de performance management ou un outil de revue des talents connu dans notre métier sous le nom des 9 box. Aujourd'hui, tout cela est disponible sur le web et contient des masses de best practices dont la plupart sont en train d'être digitalisées par des startups à travers le monde et qui coûteront une fraction du prix à louer plutôt qu'à s'acheter ou le développer soi-même. C'est comme ça qu'un des composants clés du spécialiste RH de demain sera de savoir détecter quelle application disponible sur le marché répond le mieux aux besoins de son organisation en mettant à disposition des données relevantes pour les managers, pour les employés. C'est ce qu'on pourrait appeler un métier d'intégrateur de données et de solutions. À l'évidence, les analytiques sont au centre de ce nouveau métier. Prenez par exemple une PME qui aujourd'hui fait de son mieux pour construire un processus de recrutement. Demain, cette même PME pourra disposer d'un outil de recrutement en ligne digne d'une grande multinationale grâce aux applications qui digitalisent les meilleures pratiques de management. Ça s'applique également pour la gestion des talents, par exemple, ou la gestion de la performance. Et nous avons nous-mêmes des très belles pratiques de cela dans notre magasin. Nous arrivons à la question suivante. Quel contenu, quelle matière doivent couvrir les analytiques? Alors, quel type de données avons-nous besoin? De quel type de données avons-nous besoin pour créer de bons analytiques en RH? La réponse n'est pas encore 100% stabilisée, mais nous savons déjà qu'elle contient en tout cas un mix de données à corréler qui sont d'une part quantitatives et d'autre part qualitatives. Les données quantitatives sont assez faciles à collecter. Il s'agit par exemple de l'âge, du salaire, de l'ancienneté, etc. Les données qualitatives paraissent plus compliquées à récolter, telles que le niveau de compétence de quelqu'un, son niveau de performance, son potentiel. Nous verrons toutefois dans quelques minutes qu'il n'est en fait pas si difficile de les saisir, même pour une petite société sans département RH, mais ceci sous certaines conditions. À présent, après toute cette théorie, que diriez-vous d'un peu de pratique? Vous vous souvenez de ce que disait Deloitte? Il faut disposer d'un canevas, un framework, un référentiel de base afin de mesurer
et comprendre de quelles compétences nous disposons au sein de notre organisation, eh bien, pour concevoir ce framework, nous avons de notre côté travaillé et nous avons récolté toute une série de questions clés que se posent les entrepreneurs, les managers ou les départements RH. L'objectif étant de comprendre de quels éléments nous avons besoin pour répondre à ces questions. Elles sont chez moi dans un autre écran, si je les lis avec vous. Typiquement, qui n'est pas dans le rôle qui lui convient, qui est un top performer, qui est en difficulté et a besoin d'un plan de développement sans attendre, qui est un top talent, qui a besoin d'une nouvelle opportunité, qui est un gardien des valeurs de notre organisation, quel top talent pourrait nous quitter. Je pourrais en citer comme ça, nous en avons une trentaine, dont 7 principales d'ailleurs, d'où le nom Q7 Leader pour ceux qui se posaient la question. À partir des questions identifiées, nous avons eu la même démarche que celle que suggère Deloitte. Nous avons cherché à créer un référentiel, ce qu'on appelle un framework, à partir duquel il serait possible, avec un peu d'intelligence artificielle, de répondre à toutes ces questions. Et nous y sommes finalement parvenus, après quelques années de recherche et d'essais et d'erreurs. Nos conclusions ont montré que pour répondre à toutes ces questions, il faut prendre en considération 7 dimensions RH simultanément. Et si je les parcours avec vous, il faut parler des rôles et responsabilités, des compétences des gens, de leur performance, de leur potentiel, leur talent, du lien que l'on peut faire entre la vision de l'entreprise et les valeurs par rapport à ce collaborateur, prendre en compte la rémunération et ce qu'on dit en anglais workforce planning, c'est la planification des ressources, c'est ce qui permet d'anticiper que des talents ou des gens dont on a besoin risquent de nous quitter. Pendant des années, le management par la performance était tout ce qui comptait. Tout le monde se concentrait sur management by performance, mais avec le temps, les organisations ont compris qu'il fallait enrichir leur modèle en prenant d'autres dimensions en compte, comme par exemple le potentiel et les compétences. Mais peu ont pris la peine d'intégrer ces dimensions dans un seul canevas, c'est-à-dire avoir une approche systémique et multidimensionnelle. Et c'est ce que nous avons fait. Et je pense que c'est comme ça que nous avons, en un sens, craqué l'ADN de ce que nous cherchions. Nous avons donc intégré ces 7 dimensions dans un logiciel avec un peu d'intelligence artificielle et nous sommes à présent parvenus à apporter une réponse à l'ensemble des questions posées que vous voyez sur ce tableau et de manière instantanée. En d'autres mots, nous sommes à présent en mesure de donner une compréhension claire de ces principaux défis RH à n'importe quelle organisation, manager ou département RH. Sur ce slide, vous pouvez voir une copie d'écran, en anglais malheureusement, qui nous montre des exemples de questions répondues automatiquement par le logiciel. Je vous en lis quelques-unes. Ben, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est « Who is not in the right role? Who struggles to develop their competences? Who is a top performer? Who is a top talent? Who is guardian of your organization values ?» Donc, ces questions-là, en fait, sont préformatées. Vous pouvez voir donc sur la droite, vous pouvez voir, je pense, avec ma souris, vous pouvez voir dans l'exemple qu'on a pris, ici, on sait que cette société, par exemple, a 1% de 4 de ses collaborateurs, 1% de ses collaborateurs qui ne sont pas dans le bon job. Quand je sais ça, je sais quel est mon travail de RH. Je n'ai plus qu'à aller identifier ces personnes et les aider à ajuster leur travail. La dernière question qui se pose est « est-ce que c'est difficile d'obtenir tout ça ?» Eh bien, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer et vous démontrer en direct que ça n'est pas difficile à obtenir. Ces 3 affirmations courantes que vous voyez sur le slide sont des fake news. Non, ce n'est pas cher d'obtenir des analytiques. Non, ce n'est pas réservé aux grandes entreprises. Et non, il ne faut pas être gourou en statistiques pour pouvoir les interpréter. En effet, l'intelligence artificielle fait le travail pour nous et nous vous proposons d'en faire la démonstration immédiatement. Alors, nous sommes trop nombreux sur le webinaire pour faire l'exercice par chacun, mais sachez que ceux qui sont intéressés pourront à la fin noter le code que vous voyez là-bas. Il vous suffira en fin de webinaire d'aller sur votre store d'applications, sur votre GSM, taper Q7 Leader et vous pourrez downloader l'application. Pour cet exercice, je vous propose de découvrir ensemble comment créer des analytiques à partir d'une étude d'un cas individuel. Et ça va nous prendre environ 7 minutes. Et donc, je vous propose de rentrer dans un exercice pratique. Imaginons que vous avez un département ou une société d'une vingtaine de personnes. Il vous suffira de savoir, en faisant l'exercice qu'on fait maintenant, en plus ou moins 2 heures, vous aurez tous les résultats
les réponses aux questions que je vous ai présentées. Pour le cas de ce matin, dans l'exercice que je vous propose de faire, je vous propose de prendre le cas hypothétique de Daniel. Je suis le manager de Daniel. C'est mon bras droit. C'est celui qui m'assiste pour me permettre de ne pas perdre du temps dans mon administration, mes voyages, fixer mes rendez-vous, etc. De temps en temps, il pilote même des petites missions pour organiser des voyages, créer des événements avec des clients. Il se fait que la tâche est un peu plus complexe dans certains cas, et dès qu'elle est plus complexe, si je ne dis pas à Daniel tout ce qu'il doit faire, il oublie des choses, il ne planifie pas à temps ce qu'il doit faire, et il arrive même qu'il n'a pas clarifié des problèmes que je lui avais confiés. Je vais le voir pour lui en parler, car je ne suis pas content. Ça fait maintenant 2 ans qu'il travaille avec moi. Je l'ai engagé alors qu'il travaillait dans un département, il était très bon, un autre département d'entreprise depuis 3 ans. Je ne comprends pas pourquoi les choses se dégradent et je voudrais bien savoir comment m'y prendre. Je voudrais être sûr que je suis vraiment objectif et ne pas me laisser influencer par mon énervement. Je veux donc trouver une solution. Et pour ça, je vais aller sur mon application préférée. Là, je dois brancher mon GSM et là, je vais faire un exercice avec vous. Est-ce que tout le monde voit mon GSM? Est-ce qu'il apparaît à l'écran? Monsieur, vous voyez les GSM à l'écran? À votre écran. Très bien. Alors, vous voyez mon GSM à l'écran. Je vais aller sur mon App Store. Donc, je vais sur l'App Store de Apple. Je vais aller chercher Q7 Leader. Voilà, je le trouve tout de suite. Q7 Leader Legacy, ça s'appelle pour l'instant. Et je vais downloader cette application. Je download l'application, pourvu que le Wi-Fi fasse son travail comme il faut. Voilà, je charge l'application. Parfait. Je suis maintenant dans l'application Q7 Leader. Alors, il va me demander de rentrer mon adresse email, c'est ce que je vais faire. Voilà. Il me demandait d'être d'accord avec les terms, j'agree et je login. Je vois que le numéro de la session sur lequel je dois me connecter, c'est 0245. C'est le même numéro sur lequel vous pourrez vous connecter si vous voulez faire l'exercice par vous-même après cette session. Je vais mettre la session en français. Nouveau scan d'un team member. Voilà. Alors, je vais choisir un team member. Alors, que me dit l'application? Q7 Leader vous aide à créer une analyse objective des données d'un membre de votre équipe. Je vais donc regarder ces perspectives. Je passe à l'écran suivant. Il me demande de donner un pseudonyme. Je vais l'appeler Daniel. Je vais rentrer son rôle. Daniel, il est mon assistant exécutif. On me demande de choisir le domaine fonctionnel. Je suis le directeur général de cette société, donc je vais dire autre. Et voilà la première question qu'on me pose. Choisissez le profil du rôle que vous attendez de cette personne aujourd'hui. Pour ceux qui se demandent ce que je fais, je suis en train de mettre en œuvre le canevas que suggérait Deloitte, un canevas que nous avons créé, et qui va permettre dès lors de créer toutes les datas dont j'ai besoin pour mon organisation. Je me pose donc la première question. Je dois choisir le profil du rôle que j'attends pour la personne aujourd'hui. Je sélectionne. Là, il me demande de choisir. Je vois que j'ai 7 possibilités. Je vais commencer par le plus bas avec quelques mots-clés. On demande de Daniel réalisation de tâches de nature identique. Instruction détaillée, non, ce n'est pas ça que je lui donne. Donc, c'est peut-être administrateur. Mise en œuvre de solutions à l'intérieur d'un cadre clair. Réalisation de tâches selon des méthodes bien définies. Ce n'est pas forcément ça que je lui demande. Coordination d'activités différentes mais homogènes. Activités définies seulement de manière générale. Analyse complexe de problèmes bien définis. Ça c'est ce que j'attends du rôle de Daniel, que je vous ai dit tout à l'heure. Au-dessus, implementation management, c'est résolution de difficultés opérationnelles plus larges. Non. Donc, ça veut dire le rôle de Daniel est clairement un rôle de coordination. Je sélectionne cette valeur et si je n'étais pas clair, je pourrais encore lire quelques précisions, mais je suis très clair, c'est un rôle de coordination. Je sélectionne, je confirme.
Vous venez de sélectionner le profil de rôle qui est attendu pour ce team member. À présent, sélectionnez le profil qui décrit la manière dont il ou elle opère aujourd'hui. Très bien. Donc, il me demande maintenant, j'ai dit que j'attendais un rôle de coordination de la part de Daniel, mais je dois regarder comment lui opère. Et justement, je ne pense pas qu'il est aujourd'hui autonome à coordonner les activités. À quoi correspondrait son mode opératoire? Mise en œuvre de solutions à l'intérieur d'un cadre clair. Si je lui donne un cadre clair, en effet, il s'en sort. Activités et méthodes bien définies. Si je lui donne des activités et des méthodes bien définies, il s'en sort. Et de temps en temps, il suggère des améliorations. En fait, la façon dont Daniel opère correspond plus à un profil d'administrateur. Je vais donc sélectionner ce profil-là et le confirmer. La façon dont cette personne opère est différente du profil du rôle attendu. Et la réponse est « je confirme ». En effet, elle n'est pas la même. Donc, j'attends un rôle de coordinateur, mais lui opère d'une façon administrateur. Deuxième question que me pose le framework, comparé au profil de rôle attendu. Donc, ce que j'attends de ce collaborateur, quel est le niveau de compétence du team member aujourd'hui? OK, je vais regarder. Je vois qu'il me propose débutant, en fait en développement, débutant confirmé, développer, expérimenter ou développe les autres. Il ne développe sûrement pas les autres, ça en est bien clair. Je ne crois pas qu'il soit développé. Je vais tester en cliquant sur la case confirmer pour voir ce que ça dit. Bon niveau, atteint les objectifs, accompagnement modéré requis, esprit d'équipe. Oui, je peux dire que je vais quand même regarder s'il n'est pas un débutant. Débutant, premier niveau, accompagnement fort requis, esprit d'équipe. Non, ce ne sera pas juste de dire ça. Donc, je vais dire qu'il est confirmé. Je vais sélectionner confirmer. Et là, il me demande, veuillez préciser quel niveau confirmer. Est-ce qu'il a encore besoin d'accompagnement et de conseils pour prendre une action? Est-ce qu'il est confiant je suis confiant dans ses capacités à gérer convenablement ses activités? Oui. Il a un besoin modéré d'accompagnement de son responsable. Il est à l'aise pour gérer les activités en utilisant les meilleures stratégies. Non, en fait, il a encore besoin d'accompagnement. Donc, je vais le sélectionner en confirmer 1. Voilà, ça, c'est ce que je dis de Daniel. Il a encore besoin d'accompagnement et de conseils pour prendre une action. Maintenant, je vais me poser la question sur son niveau de performance. Comment cette personne opère-t-elle par rapport à mes attentes? Alors là, il me demande s'il est en dessous de mes attentes, qu'il rencontre mes attentes, au-dessus de mes attentes. En réalité, je trouve en dessous de mes attentes. Donc, je vais choisir besoin d'amélioration. Qu'est-ce que ça me dit? Amélioration, donc apporte une certaine contribution et répond à certaines exigences. Certains objectifs n'ont pas été atteints. Une amélioration est nécessaire pour atteindre de manière durable les objectifs. C'est exactement ça que je pense de Daniel. Je sélectionne cette valeur, je vais au potentiel 4, donc question 4, potentiel. Quelle définition ci-après décrit le mieux la manière dont vous percevez le team member, d'accord? Alors là, il me montre un tableau qui est censé me montrer d'un côté la performance et sur l'axe horizontal le potentiel. Si je regarde les petits dessins, donc tout en haut à droite, la star sur le podium, c'est pas ça. Je ne le vois pas là en tant que collaborateur. Est-ce qu'il est haut potentiel? Non, il n'est pas sur le podium aujourd'hui. Est-ce qu'il pourrait être au milieu contributeur consistant? Si vous voyez le petit dessin, c'est un coureur qui se trouve en avant du peloton. Non, c'est plutôt pas ça. Contributeur, OK. Oui, je crois que ça pourrait bien être. C'est un coureur qui court, mais peut-être au milieu du peloton. Je vais vérifier si OK contributeur fonctionne. Il atteint au moins les objectifs. Oui, plus ou moins. Progression vers un rôle plus important, improbable, mais possibilité d'une évolution latérale, plus vraisemblablement dans un même domaine d'expertise. Je crois que je vais essayer une autre valeur. Contributeur marginal, par exemple, délivre faiblement et a des problèmes d'attitude. Je crois que je vais sélectionner contributeur marginal, oui, parce que franchement, après tout ce temps, je ne suis pas satisfait de lui. Question suivante. Vision et valeur. Quelle définition ci-après décrit le mieux la manière dont vous percevez le team member? Alors là, il me propose sur un axe business focus vertical et un axe people focus horizontal. J'ai 6 possibilités. Si je vais tout en haut à droite, il est rôle modèle, ça, c'est pas le cas. S'il est en prima donna, je ne sais pas ce que ça veut dire, enfin, je m'imagine. Émergent, un struggler ou nice person, citoyen agréable. Je vais regarder s'il est un nice person parce qu'en fait, il est plutôt sympa. Même si je ne suis pas content de lui, c'est quelqu'un qui se comporte bien. Il est modèle par rapport aux valeurs et la culture de l'organisation, mais peut manquer de drive, de compétences techniques. Ça, c'est assez bien ce que je pense de lui. Si je disais struggler,
grand consommateur de temps et d'énergie. Or, c'est précisément l'inverse qu'il faudrait faire. Donc, je n'irai pas jusque-là. Je vais sélectionner nice person, citoyen agréable, parce que c'est exactement ce que je pense de Daniel. La question 6 qui m'est posée, c'est comment cette personne est-elle rémunérée? Voyons voir. Par rapport au marché, elle est au-dessus du marché, médiane ou en dessous du marché. Je sais qu'il est payé plus ou moins dans les valeurs de marché, je vais sélectionner médiane. Une question sur la 7, sur la planification des ressources. Est-ce que je risque de le perdre dans les 6 à 9 mois? La réponse est non, le risque est faible. Depuis combien de temps est-il dans son rôle? Ça fait de 1 à 2 ans. L'ancienneté dans l'organisation, ça fait au moins 5 ans. Tranche d'âge, Daniel a 35 ans et c'est un homme. Voilà. Je viens de terminer mon scan, ce qui signifie que je vais avoir maintenant l'analyse que fait le logiciel et je regarde que le logiciel me dit que Daniel est en pit stop, décision de management requise. Si je regarde le profil de Daniel, il a des algorithmes qui ont colorié en rouge, en vert et en orange les valeurs de mon analyse et il me dit donc que j'ai un souci. Vous venez faire ça pour votre collaborateur 1 dans une application. Vous avez vu que ça a pris environ 7 minutes. Imaginez que vous faites ça dans une entreprise de 20 personnes, mais vous devez faire 20 fois, c'est 7 minutes. Et vous obtiendrez quoi? Ben, ce que vous voyez là. Vous obtiendrez, tout le monde a cet écran-là? Très bien. Vous obtiendrez la réponse algorithmée à toutes les questions que je viens de souligner. Donc, en ayant répondu à ces 7 questions dans l'application, je sais maintenant, donc si on va dire j'ai fait ça, si c'est un exemple que je vous montre, c'est une entreprise de 597 collaborateurs, eh bien, si on fait ça pour 597 collaborateurs, donc fois 7 minutes, on sait à présent que 41% d'entre eux ont des bonnes compétences de réserve. On sait que 35% d'entre eux ont peut-être besoin d'un plan de développement. On sait que 6% d'entre eux ne sont pas au niveau des performances par rapport au niveau de compétences. On sait qu'il y a 20% de talent. Et dans l'application dont on vous parle, bon, si vous avez 20 personnes, ben, ça fait naturellement des chiffres beaucoup plus petits. Mais imaginons que je m'intéresse à savoir qui ne performe pas en ligne avec son niveau de compétence. Je vais cliquer sur ce tableau. Je vais chercher les 6 personnes en question qui vont être présentées, si tout va bien, à moins que ce soit sur un autre écran. Je me demande si elles ne sont pas montrées sur un autre écran. Je vais recommencer. Ah non, voilà, très bien. Et bien, donc, il va aller chercher les 6 personnes. Et l'exemple que vous avez vu que j'ai fait avec Daniel, eh bien, je retrouve l'exemple qui a été fait sur 6 collaborateurs. Et justement, ce sont 6 collaborateurs qui ont un vrai problème sur lequel je dois me pencher. Voilà, donc ce que vous voyez ici dans cet exercice, c'est les analytiques. Maintenant que j'ai ces valeurs, eh bien, regardez comme ça va devenir simple. Je veux savoir où sont mes zones de force, mes zones de faiblesse. Ben, elles sont automatiquement identifiées. Dans ce département-là, j'ai 21% de personnes qui ont des difficultés. Si je vais dans mon tableau de bord, je vais dans les analytiques, je vais chercher les charts. Tout ce que je viens de vous dire se retrouve maintenant analysé dans les détails, par exemple, donnant, par exemple, le niveau de compétence de chaque collaborateur. Donc, si mon organisation a 500 personnes, j'ai 44% de mes collaborateurs qui sont expérimentés. Et si je veux savoir comment ça se présente par rapport à des benchmarks, ben je vais cliquer sur Benchmark. Et là, je vais voir que dans mon organisation, il y a 4% de personnes expérimentées en plus que les benchmarks. Dans notre database aujourd'hui, on a environ 15 000 données, entre 13 et 15 000 données. Donc, on sait que cette société-ci a plus de collaborateurs expérimentés et moins de collaborateurs spécialistes. On voit qu'elle a moins de collaborateurs récemment recrutés et de débutants, ce qui tend à dire que cette entreprise a probablement moins recruté que la moyenne des entreprises. Ces informations-là, évidemment, je ne vais pas les analyser avec vous maintenant, mais vous imaginez que pour une organisation de 50, 100 000 personnes, ça devient magnifique parce que toutes les questions qu'on peut se poser se retrouvent reprises déjà et préanalysées, comparant les départements entre eux, comparant les activités de chaque structure entre eux. Voilà, eh bien,
Je pense que j'ai fait ce que j'avais promis. J'espère que vous avez… alors, est-ce que je suis toujours où je dois être? J'espère que vous avez… voilà, je vais vous redonner voilà, le code pour ceux que ça intéresse pour faire l'exercice par eux-mêmes. Je ne vous ai pas montré dans l'application. Si vous vouliez continuer dans l'application, c'est très intéressant à faire pour votre gouverne. Je vous suggère de continuer pour faire le plan de développement personnel. Donc, vous faites l'exercice avec un collaborateur, un vrai, et puis vous continuez sur le plan de développement personnel. Il va vous montrer, il va vous poser des questions et il vous enverra à la sortie un rapport sur votre adresse mail qui vous permettra en fait de faire un vrai travail de développement avec vos collaborateurs. Voilà, je ne sais pas si on a des questions. Donc, j'espère que vous avez reçu un peu d'informations utiles pour réfléchir aux analytiques dans les ressources humaines. Ceux que ça amuse et que ça intéresse, je vous encourage à aller faire l'exercice. Elle est gratuite, l'application, donc vous pouvez le faire. Attention, elle ne fonctionne que 45 jours. Après ça, elle devient payante. Mais vous avez tout le temps 45 jours de vous faire l'expérimentation. Donc, Q7 Leader 0245. Est-ce que, donc, il est l'heure en fait, hein, donc on a quand même une question. Une question de Anna-Marie Preda. D'accord. Dis-le-moi. Bonjour Edgy, j'ai deux questions concernant la mise. Bonjour Edgy, j'ai deux questions concernant la mise à jour de données. Un, est-ce que c'est un outil inclusif que des managers différents pourraient mettre à jour ensemble? Oui, tout à fait. Pourquoi est-ce que tout d'un coup on a un écho? Est-ce qu'il y a un micro? Donc, voilà, merci. Donc, en effet, c'est un des objectifs de cet exercice. En fait, on appelle ça du leadership collaboratif. Avec ce type d'application, ça permet à 2, 3 managers, 5 managers de faire l'analyse d'un collaborateur. Et nous avons d'ailleurs, c'est une méthode qu'on appelle le Talent Leadership Council. Imaginez, vous avez 2, 3, 5 managers dans l'organisation. Tout le monde se met autour de la table. Chacun fait le profilage des collaborateurs qu'il maîtrise le mieux. Et ces valeurs sont affichées, comme je vous l'ai montré maintenant, sur l'écran. Et chacun va alors pouvoir échanger sur son point de vue sur le collaborateur, puisque maintenant, on aura fait sortir de votre tête l'évaluation subjective que l'on a sur chacun et vous l'aurez mise vous le trouvez sur le tableau, dans les analytiques. Une fois qu'on a ça, on peut faire, par exemple, différemment. Quand on a des doutes sur un collaborateur, eh bien, on demande à 3 managers de faire la même évaluation et on voit les 3 lignes se mettre les unes en dessous des autres pour les 3 collaborateurs. Et donc, en effet, c'est l'entrée de l'ARH dans le monde collaboratif. Ce qu'on fait à l'université, ça s'appelle la réponse est toujours dans la salle. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on utilise cette application à l'université pour montrer les analytiques à des participants. Et quand je fais travailler des managers ensemble dans ce type de session, la plupart du temps, la réponse de ce qu'il faut faire pour ce collaborateur, eh bien, elle sort des participants. Je n'ai pas besoin, moi, de leur donner une science quelconque pour les amener vers une bonne décision parce qu'on a plus dans 3 têtes que dans une. Et c'est en effet à ça que sert cette application. Et sa deuxième question, c'est est-ce que le profil va présenter la situation… Non, le profil va présenter la situation au moment X, mais comment est prévue l'évolution dans le temps? Exact, très bonne question. Mais alors, là, je ne l'ai pas montré dans l'application, mais l'application est prévue pour ce qu'on appelle de l'historisation, ce qui signifie que comme les valeurs sont instantanées, vous pourrez… Alors, l'historisation se fait par trimestre, mais tous les trimestres, il y a une photo qui est prise des données du collaborateur et vous pourrez, dans un trimestre, comparer où était votre organisation il y a 3 mois, où se trouve votre organisation dans 3 mois, et vous pourrez même faire des analyses de la même personne. Et alors, il y a un tableau personnel individuel ou des analyses de départements qui vous montreront comment tel département a évolué. Entre autres, ce que nos clients apprécient beaucoup, c'est qu'un département des ressources humaines met en place un grand programme de formation, par exemple au leadership, et on essaie de voir comment les collaborateurs ont évolué entre le trimestre précédent, avant la formation, et on va dire 2 trimestres après la formation.
Il y a d'ailleurs dans l'application, que je n'ai pas montré aujourd'hui, également ce qu'on appelle un manager scan, qui permet aux collaborateurs de faire leur feedback sur leurs managers et qui représente de la même façon que ce que vous avez vu, une forme de carte thermique, la vision des managers. Et de nouveau, on peut utiliser ça sur un processus dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois. Voilà, j'espère que j'ai répondu aux questions, à ces questions-là. Est-ce que dans la salle, il y a des questions? Vous êtes tous bien informés, vous connaissez le… Je veux surtout veiller à ne pas vous mettre en dérapage. Comme il est 10h48, je vous propose, n'hésitez pas à nous poser vos questions, vous avez nos coordonnées. Ceux qui sont intéressés d'avoir plus d'informations, vous êtes les bienvenus pour nous contacter. Un grand merci à la 25e de participants aujourd'hui et au plaisir de vous voir dans un de nos prochains webinaires. Il y a combien de questions? Il y a une question de Virginie Stévenier qui dit « Où peut-on vous contacter ?» D'accord. Mais là, en fait, le plus simple, c'est, regardez, vous avez le site web là en bas, c'est www.q7leader.com et vous pouvez prendre contact avec nous ou bien vous me contactez directement pour mon adresse mail, reggie.degen@q7leader.com. Merci à tous. À bientôt.